Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Forte augmentation du nombre de cancers du pancréas. Pourquoi? Nous sommes avec le professeur Hamel. D'abord, professeur, le pancréas, c'est une glande qui est située à quel endroit exactement? Qui est peu visible. Alors oui, c'est une glande un peu cachée puisqu'elle est située derrière l'estomac. Elle est entourée par le duodénum qui fait un peu comme un pneu sur une jambe de vélo. Et cette petite glande, grande comme un petit steak, si vous voulez, a deux fonctions. Elle sert à fabriquer des enzymes qui vont se déverser dans l'intestin pour digérer les aliments. Oui. Et elle fabrique également là, des hormones qui, elles, sont sécrétées dans des canaux sanguins et qui vont, comme l'insuline, réguler le taux de sucre dans le sang, par exemple. Donc, forte augmentation. Et vous dites en 2030, ce sera la deuxième cause de mortalité par cancer, le cancer du pancréas. Tout à fait, ce sera la deuxième cause de mortalité par cancer, tout confondu, en tête le cancer du poumon, oui. Mais en mortalité, ce cancer moins fréquent, 5 fois moins fréquent qu'un cancer du sein, du côlon ou de la prostate, sera plus mortel. Oui. Alors évidemment, on fait des progrès. Il est déjà d'ailleurs, il est déjà plus mortel. Mais on fait des progrès et ça diminue effectivement la mortalité des autres cancers dont je parlais avant, fort heureusement, mais celui-là continue d'augmenter. Et même si on recule la mortalité parce qu'on a des progrès thérapeutiques, quand on se met à 5 ans de recul, pour l'instant les progrès sont là. Ce qui veut dire qu'on recule la mortalité des cancers du sein, des cancers de la prostate, des cancers du côlon, mais on ne recule pas la mortalité des cancers du pancréas. Pas suffisamment, on allonge la survie de mois ou d'années, mais si on met la barre à 5 ans, pour l'instant ça ne se voit pas très bien. 5 ans, 12% la survie. Alors, tout confondu, c'est plutôt 9-10%. 9-10%, vous imaginez? Chez les malades opérés, dans des très bonnes conditions, on peut atteindre 25, 30, voire 40% dans les meilleurs cas. Oui, enfin bon, pas à côté d'un cancer du sein ou d'un cancer de la prostate, c'est ridicule, parce qu'un cancer du sein ou de la prostate, on est à quoi, comme à 5 ans, la survie? Ça dépend des stades, mais on peut avoir des 100% dans les cancers débutants, et on peut avoir, même dans les cancers métastatiques, des survies prolongées. On le sait très bien pour le cancer de la prostate, par exemple. Vous vous rendez compte la différence? Bon, alors, cancer du pancréas. Premier problème, il est difficile à dépister. Alors, je vais juste faire une précision sémiologique qui est difficile à diagnostiquer. Parce que dépister, c'est encore même un peu plus difficile. Mais diagnostiquer, ça veut dire quels sont les signes qui nous amènent vers le diagnostic. Oui, les symptômes. Et les symptômes ne sont pas très spécifiques. Au début, il y a le plus souvent une fatigue, un amaigrissement, parfois un diabète qui débute, on en reparlera, mais la jaunisse qui vraiment évoque aux personnes qui l'ont et à l'entourage et aux médecins facilement le diagnostic, ou les vomissements sont des signes beaucoup plus tardifs, et les douleurs également. Les douleurs d'un cancer du pancréas, ça veut dire que le cancer est déjà étendu. Un cancer plus petit, c'est parfois difficile à diagnostiquer de ce point de vue-là. Évidemment. Alors, comment faire pour le diagnostiquer? Alors je crois qu'il faut d'abord qu'on redise dans les facultés à ceux qui apprennent la médecine qu'une personne qui a plus de 50 ans, qui a des facteurs de risque, par exemple qui fume ou qui a des antécédents familiaux de ce type de cancer, et qui tout d'un coup se met à maigrir, ou une diarrhée qu'on ne comprend pas bien, ou un diabète qui apparaît, il faut évoquer ce diagnostic. Alors bien entendu, loin de moi l'idée de dire que tous les diabétiques, il faut leur faire un scanner. Oui. C'est 0,3% des gens qui ont un nouveau diabète qui font un cancer du pancréas. Mais quand quelqu'un a un diabète récent, avec une altération de l'état général, il maigrit parce qu'il a un diabète, mais s'il a mal au ventre, s'il est moins bien, etc., il faut avoir le réflexe scanner assez facile. Bien. Il y a aussi, évidemment, un réflexe scanner. Mais même avec l'imagerie, on arrive à bien diagnostiquer, on arrive à le voir, parce que c'est pas facile, non? C'est pas un cancer facile. C'est effectivement pas facile, mais encore faut-il y penser. Quand quelqu'un vient vous voir pour des douleurs au ventre et qu'on dit, on va vous faire une coloscopie, une fibroscopie de l'estomac, des choses comme ça, le scanner va pas forcément se focaliser sur le pancréas. Mais je pense que c'est à nos collègues radiologues d'y penser aussi, et nous de dire, regardez bien le pancréas, car des petites tumeurs se voient maintenant avec l'imagerie. Quelles sont les causes? Alors les causes, je dirais qu'il y a les causes modifiables et non modifiables. Les causes non modifiables, c'est l'âge. Le cancer du pancréas se diagnostique en médiane à l'âge de 70 ans, mais on a des cancers parfois plus jeunes, bien entendu. Les causes non modifiables, par exemple le groupe sanguin. Alors j'ose à peine dire lesquels, parce que sinon tous les gens qui ont les groupes en question vont se paniquer. Mais il y a, en fonction du groupe sanguin. Oui, les gens qui ont un groupe sanguin haut ont moins de cancer du pancréas, mais c'est un tout petit peu. Quand on a un groupe sanguin haut, on a moins de risques. On a un peu moins de risques. Oui. On sait également que les personnes allergiques, les grands allergiques qui font des rhumes des foins, etc., ont moins de risques, 25% moins de risques. Ah bon?
Ah bon, comme vous dites, la cause n'en est pas vraiment connue. Peut-être qu'ils ont une immunité un petit peu plus stimulable, mais en tout cas, c'est le cas. Ouais. Et les gros fumeurs qui ont une allergie le font un peu moins vite et un peu moins tôt que voilà. Donc ça, c'est les facteurs un peu positifs. Pour le reste, les facteurs modifiables, et il faut s'y arrêter, c'est un peu ce qu'on rejoint dans la pathologie cardiovasculaire, c'est-à-dire que la croissance, l'exponentielle de l'obésité, par exemple aux États-Unis, s'accompagne d'un accroissement du risque de cancer du pancréas. Le tabac est responsable de 25 à 30% des cancers du pancréas. Ce qui ne veut pas dire évidemment que tous les fumeurs feront un cancer. Mais disons qu'on augmente le risque surtout chez les gros fumeurs. Et le risque héréditaire ? Alors le risque héréditaire... Il y a des familles à risque ? Oui, on estime que 5 à 10% des cancers s'inscrivent dans une famille à risque. Et pour faire court, il y a une mutation du gène qu'on connaît très bien grâce à Angelina Jolie qui l'a, si je peux dire, médiatisé, c'est le BRCA. Les patientes et les patients, et aussi des hommes qui ont une mutation et qui risquent des cancers du sein et de l'ovaire, font un peu plus de cancer du pancréas. Aussi, oui. Alors on ne va pas les dépister systématiquement, on va prendre les familles dans lesquelles il y a ce gène malade et dans lesquels il y a eu un cancer du pancréas. Et là, il y a un risque qui est un peu augmenté. Et puis d'autres gènes, comme par exemple ceux qui donnent des mélanomes familiaux. Alors, pas un mélanome dans une famille, sinon je vais affoler tout le monde, mais des familles à mélanome ont un peu plus de cancer du pancréas. Bien, les soins, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée ? Alors, dans l'ordre que vous avez pris, la chirurgie, c'est évidemment le Graal, parce que si on veut guérir d'un cancer du pancréas, généralement, il faut passer par la chirurgie. Mais on ne peut pas opérer plus de 10, 15 ou 20% des cancers du pancréas, selon le série, parce que dès que la tumeur a dépassé la glande, le chirurgien sera moins ou pas efficace. D'accord. Et s'il y a des métastases, il le sera sans doute encore moins, surtout au début. Quelques cas rares de patients avec des métastases évoluant au long terme peuvent être opérés, mais c'est vraiment à la marge. Après... la chimiothérapie est un élément clé quand on ne peut pas opérer les malades. Et même s'ils ont une petite tumeur, souvent maintenant, de plus en plus, on leur fait une chimio préparatoire, qu'on appelle néoadjuvante, pour faire diminuer la tumeur d'une part si on peut, et surtout vérifier qu'il n'y a pas une maladie qui circule. Parce qu'on voit une petite tumeur, je dis aux patients, c'est comme le marron sur une pomme. Mais en fait, il y a des petites cellules qui circulent dans les ganglions autour et que le chirurgien ne peut pas voir, ni le radiologue. Donc c'est pour ça qu'on fait de plus en plus souvent une chimiothérapie avant d'opérer les malades et qu'on leur fait de plus en plus souvent une chimiothérapie après qu'ils aient été opérés, eu égard au risque de récidive. Mais ça représente, un malade sur 6. Et tous les autres, il leur faut de la chimiothérapie quand ils sont en état de la recevoir. Et chimiothérapie avec des traitements qui ont vraiment émergé à partir des années 2010, une trichimiothérapie française et une bichimiothérapie internationale, je dirais, ont permis d'améliorer le pronostic de cette maladie sensiblement, avec une inégalité de sensibilité des patients au traitement. Évidemment. Et enfin, et je crois que ça, il faut vraiment insister là-dessus, chimiothérapie ou chirurgie ne peuvent pas être faits correctement s'il n'y a pas ce qu'on appelle les soins de support. Et c'est très simple, ce que j'appelle les 4 piliers pour les patients, et j'insiste là-dessus. 1, calmer toute douleur. Il y a des patients encore qui disent j'ai pas trop envie de prendre des dérivés opiacés parce que ça va me rendre dépendant, etc. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut calmer la douleur, quitte à ce que si le traitement est efficace, ils n'en aient plus besoin, on les supprime après. Ensuite, il faut que ces gens aient une nutrition correcte. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur il faut jeûner, il faut plus manger de sucre, il faut plus manger ci, il faut plus manger ça. Peut-être que ce sera démontré dans ce cancer plus tard, mais ça ne l'est pas actuellement. Peut-être que chez des femmes un peu obèses qui ont un cancer du sein, ça peut se concevoir. Mais chez des patients qui sont déjà très amaigris, qui n'ont déjà plus faim, si vous leur dites plus de sucre parce que vous avez un diabète débutant, plus de viande parce que ça donne le cancer du pancréas, c'est plus le problème. Je veux dire, le cancer, il est là et il faut que les patients soient nourris correctement. Donc moi, je dis alimentation, plaisir, encadré de spécialistes de la nutrition. Le troisième point, c'est l'activité physique. L'activité indispensable. Physique. Voilà, avant on disait reposez-vous, vous êtes fatigué. Chez Riles, je vais aller faire les courses, etc. Et en pratique, on a fait une étude en France avec le professeur Neziem montrant que l'activité physique chez des patients ayant des métastases de ce cancer peut ralentir, en tout cas, peut-être l'évolution, mais en tout cas améliorer les symptômes de cette maladie. Et enfin, il faut un soutien psychologique. Parce que tout aussi solide qu'on soit, tout aussi équilibré qu'on soit avec une vie de couple, des enfants, une vie heureuse, quand je dis toujours c'est l'armoire qui vous tombe sur la tête. Donc n'importe quelle personne qui n'aime pas les psychologues ou les psychiatres dira c'est quand même rude, et je pense que c'est bien de pouvoir en parler avec un psychologue et de dire j'ai peur de mourir sans être obligé de le dire à sa femme et ses enfants. Donc je crois que ces 4 piliers de support sont indispensables. Merci professeur Hamel d'être venu nous voir pour nous parler de ce cancer. Il est 12h26, faire le point. André Berkoff.